Donc, aujourd'hui, nous sommes ravis d'avoir avec nous Madame Pearl Upton et sa chère famille. Et Madame Upton, je pense qu'aujourd'hui, on va avoir cette discussion de façon de l'interview, de cette interview familiale. Donc, je présente à tous mon collègue Daniel. Voilà. Et le père de Daniel qui s'appelle Patrick. s'appelle Patrick. Et on va avoir cette discussion familiale. Nous faisons l'enregistrement de cette interview. Et si vous allez avoir des questions, on va avoir une partie après quand vous pourrez les demander. Et aussi, à la fin de, je crois qu'à la fin de cette session, Mélissa va envoyer les certificats de participation à vous. Donc, vous pouvez vérifier votre courriel. Donc, Daniel, est-ce qu'on peut commencer notre discussion? Donc, je pense que tu as déjà préparé Oui, on peut commencer alors. Avec plaisir, commencez. Alors, on commence. Alors, parle un peu de ta vie, ton enfance, où tu as grandi, comment était la vie, l'école, un petit peu de ton enfance. J'ai grandi au Mela, comme beaucoup de juifs, et je me rappelle très bien de cette période-là. Je me rappelle particulièrement quand les Américains sont rentrés au Maroc. J'étais à l'école, j'étais encore toute petite, j'étais à l'école primaire. Et c'était très excitant, très nouveau. Mais je n'ai pas à me plaindre. On était très bien. On vivait au Mela. On était comme chez nous. Et mon père était commerçant. Il vendait des épices. Il faisait de la tarine. C'est très connu. Et voilà, et puis un beau jour, on a grandi comme tout le monde. La vie a continué, pardon. La vie a continué. J'ai rencontré mon mari à l'école même où j'enseignais. Je me suis mariée, j'ai fait des enfants et je suis venue au Canada et voilà. Parle un petit peu de ton père. Comment si je commence à parler à mon père, demain matin, je n'aurai pas fini. Il était commerçant, il vendait des épices. Et on était des Marocains pur sang. On aimait beaucoup le Maroc. Les Marocains étaient vraiment, vraiment gentils avec nous. Et quand le roi est venu, c'était vraiment la grande fête. Quel roi on parle de Mohamed V? Mohamed V, vraiment. Il était très bon pour nous. Je me rappelle, il est venu au Mela et je l'ai vu, il est passé à côté de moi. C'est un très beau souvenir. Vraiment, c'est un très, très beau souvenir. Ce n'est pas courant qu'un roi, après l'exil, quand il est revenu, il passe à côté de vous. Imaginez ça. Jusqu'à présent, je le revois encore à la rue Tabac. Il avait visité le Mela et j'étais à côté d'une porte. Le roi, le roi, le roi. Et je lui avais dit, je ne me rappelle pas qu'est-ce que je lui avais dit je lui avais dit en arabe, le judéo-arabe, El Slama. Ça veut dire bienvenue et que Dieu te garde. Et voilà, et puis après, la vie a continué. Et j'ai connu mon mari, son école était en face de mon école. Ça, c'est une autre histoire. Maintenant, question rapide. Oui. Daniel t'a demandé, oui. Tu vois, ton père et ta mère, ça fait des générations que nous étions au Maroc. Ça fait très longtemps que nous étions au Maroc, plusieurs générations. Peux-tu parler un petit peu de ceci? Absolument, absolument.
ma mère, son père, c'est un Pinto. Et Pinto, c'est d'origine espagnole, c'est des Pintas. Je ne me rappelle pas avec précision, mais ils sont d'origine d'Espagne et ils sont venus au Maroc et ils ont fait des racines. 1492, après l'Inquisition espagnole. Ça, c'est la découverte de l'Amérique. C'est aussi lorsque il y a eu l'Inquisition espagnole et Oui. les Juifs Oui. ont été expulsés de l'Espagne. Ont été expulsés d'Espagne, C'est ça. oui. Et puis, absolument, ça date de cette période-là. J'ai Oui. toute l'histoire Mais ça, c'est le côté de mon père. Oui. Et du Non, côté de ma mère, pardon, de ma mère. Absolument. Pinto. Absolument. C'était des Pintas d'origine espagnole. Oui. C'était des Pintas Oui. qui sont devenus Pinto. Oui, qui étaient Et donc ils au ont Maroc fondé pendant la- 5 siècles, Oh. 5 à 6 siècles. J'ai l'histoire, je peux encore. Mais de l'autre côté, oui. c'est encore plus loin que ça, parce que du côté de mon père, il venait des montagnes. Veux-tu leur parler de papa, de ce qu'il venait? Ah, je ne me rappelle pas Ouais. de ton c'est Il Avitan. disait- Avitan, ils étaient- c'était ils des étaient anciens Berbères. Kohanim. Ils étaient des Berbères. Ils Ah, étaient ben des alors, oui, Berbères. c'était des Ils anciens étaient Kohanim, les Avitan. anciens clans, mais ils étaient des Berbères aussi qui étaient intervenus. Probablement. Alors, tu Ok. sais, alors tu t'y connais plus que Non, moi. je me rappelle plus que toi dans ceci. Mais parle à nos amis, ils veulent connaître nos origines parce qu'ils sont marocains comme nous et ils veulent voir toute la diversité des Marocains. Oh là là. D'où est-ce qu'on Oh là là. vient? Comment est-ce qu'on est revenu là où on est? Ben, voilà, ma mère, c'est une Pinto, je vous ai dit, c'est des anciens Espagnols convertis au judaïsme, et des Pintas qui sont devenus des Pintos, et puis ils ont émigré au Maroc, et ils ont fait des racines, c'est devenu des très grands rabbins. Absolument. De très grands rabbins. Et Et- jusqu'à ce jour, il y a les tombes au absolument. cimetière à Marrakech Absolument. et à Mogador. Enfin, le nouveau nom de Mogador, bien sûr, c'est Essaouira. Essaouira. Voyons. Oui, Alors, et puis, pour nos amis marocains, dépendamment de lorsque les Marocains ont quitté le Maroc, ils vont dire Mogador ou ils vont dire Essaouira. Alors, ça dépend. Donc, lorsque j'entends Mogador, je me dis, ah oui, cette personne à cet âge-là. Parce que je connais beaucoup de Marocains ici à Toronto. Il y a une communauté assez grande qui ont quitté entre 1958, 1960 entre 50 et 60. jusqu'à 1968, 70. Et nous, on a quitté en 1973. Nous étions une des dernières familles à quitter le Maroc, malheureusement. Mais il a resté parmi les derniers, parce qu'il ne reste pas beaucoup de Juifs au Maroc maintenant. Nous étions là-bas il y a 20 ans et il n'y en avait pas beaucoup. Et parle un peu de ton enfance. Comment c'était? Vas-y, parle de ton enfance. Ben voilà, je vous ai dit que j'ai grandi à l'école de l'Alliance avec la directrice qui nous faisait l'étude. C'était une directrice extraordinaire. Elle voulait qu'on réussisse au certificat d'études. Alors, elle nous faisait l'étude. On n'avait pas le droit de déjeuner à midi. Il fallait étudier avec elle. On apportait notre déjeuner. Et puis après, comme elle boitait, on limitait. Et ça, c'était… Mais parle de l'école, parle de ce que c'était. Qui étudiait là-bas? Qui était là-bas? Il y avait M. Camille. Et M. Camille, c'était le directeur des garçons. Et Mme Camille était la directrice des filles. Et je me souviens, on tremblait parce qu'il ne fallait pas venir en retard. Tous ceux qui venaient en retard, surtout parmi les garçons, il les alignait et il recevait un coup paf, 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 à chacun. Alors, ce qui fait qu'on avait horreur de venir en retard, mais j'ai un frère qui avait la sinusite, qui ne pouvait pas se lever tôt et qui avait horreur de ce coup, et il a quitté l'école à cause de ça. Et je suis sûre qu'il devait y en avoir pas mal qui avaient peur de ça, mais à cause de M. Camille, on venait à l'heure et on a étudié. Et ça, c'était à l'Alliance. À l'école de l'Alliance israélite universelle, elle s'appelait Jacques Bigard. On parle un petit peu de ça. Qu'est-ce que c'était exactement? Qui pouvait aller? Qui pouvait étudier? C'était quoi? Que les Juifs du Maroc, que les Juifs du Mella. Les filles et les garçons. C'était une école juive de filles et de garçons. Elle s'appelait Jacques Bigard, je ne sais pas pourquoi. Ça devait être quelqu'un d'illustre. Mais la directrice, elle s'appelait Lina Bemoiras. Elle était… Mais alors,
complètement dévouée, corps et âme, aux élèves de l'école. Elle travaillait avec nous. Et puis le certificat d'études, on n'avait pas le droit d'aller déjeuner à la maison. Elle était avec nous. Elle nous faisait l'étude à midi pour qu'on ne perde pas le temps du déjeuner. Et alors, tout le monde réussit au certificat d'études. Maintenant, tu as dit quelque chose d'intéressant. Oui. Tu as dit que l'école de l'Alliance israélite, c'était seulement pour les Juifs, parce que moi aussi, Oui. j'étais à l'école de l'Alliance israélite, mais à Tétouan, et je me rappelle, nous avions un certain nombre de chrétiens et de musulmans aussi. Il y avait des musulmans aussi. Alors, est-ce qu'il y avait une différence? Parce que moi, je me rappelle, j'ai grandi avec des musulmans et des chrétiens à l'école. Les catholiques, pas des catholiques. Eh bien, catholiques chrétiens, j'imagine. Oui, catholiques sans être chrétiens. Si tu le dis, okay. Pardon. Pas grave. OK. Alors, les écoles de l'Alliance, c'était seulement pour les Juifs. Elle était au Mela. Il n'y avait que les Juifs du Mela qui y allaient. Plus tard, il y a des Arabes qui ont été acceptés. J'ai enseigné à des Arabes à Tétouan. Des Marocains, à des enfants marocains à Tétouan. Mais c'était bien après. Mais les écoles de l'Alliance, Alliance israélite universelle. Je pense qu'elles étaient subventionnées, merci. Subventionnées par l'Alliance israélite universelle. Après, vous connaissez l'histoire de la guerre et tout ça. Après, l'Alliance payait pour les Juifs pour aller étudier. Et l'école Jacques Bigard était une de ces écoles. Et Melmazel Bemoiras était une Française dévouée aux Marocains, aux Juifs marocains. Et vraiment, c'était un phénomène. C'était un monument, Melmazel Bemoiras. Il y a 2 semaines quand on parlait, tu m'avais raconté quelque chose d'intéressant de la relation entre les Français et les Marocains. Ça se fait dans les années 40, dans les 50. Parle un petit peu de ça. Je me rappelle, tu me disais que les Français n'étaient pas toujours très sympas envers les Marocains. Je me rappelle, tu me disais que on avait les perceptions entre les Français il y a longtemps. Ben oui, les Français, ils regardaient de haut, nous étions les ignorants, nous étions les dominés, bien sûr. Et eux, ils venaient de France, excuse me. C'était des Français de France. Et oui, rigolez. Les Français de France, bien sûr, ils étaient supérieurs, ils parlaient bien le français et tout ça. Et nous étions, vous savez, c'était l'histoire des colonies. Et puis, après, l'histoire de la Ali a commencé. Mais attends, retourne à ce point-là, parce que tu as dit les Français de France sont venus au Maroc, mais quelle est ta première langue? Qu'est-ce que tu parlais toi comme Arabe, enfant? bien sûr, judéo-arabe, l'arabia. Alors, donc pas l'arabe arabe, on appelait le judéo-arabe qu'on parlait au Mela. Mais parce que la langue maternelle, je me rappelle lorsque moi j'ai grandi, l'arabe était la langue que tout le monde parlait. Oui. Et après ça, avec mon âge, lorsque moi je suis né, je parlais plus le français que l'arabe, mais toute ta génération et tes parents et tes frères et sœurs, ils parlaient l'arabe, ils ne parlaient pas le français. Non, ils ne parlaient pas. Mais comment ils vont parler le français? Ils n'allaient pas, il n'y avait pas d'école. Et la seule école qu'il y avait, c'était les écoles hébraïques. Ils allaient à l'école, je ne peux pas dire la yeshiva, pas la yeshiva, ils allaient à des écoles, comment on appelle ça? À des écoles juives où il y avait des juifs qui enseignaient l'hébreu. Et ils apprenaient l'hébreu, c'est tout. Et puis après, quand les Français sont venus, ils ont ouvert les écoles et on a commencé à aller aux écoles et à parler français. Alors, ils ont poussé tout le monde à apprendre le français alors? Ils n'ont pas poussé, mais on a senti le besoin d'apprendre le français. Ça ouvrait beaucoup plus d'horizons de parler le français que de parler seulement l'arabe. D'ailleurs, les gens te regardaient de haut si tu ne parlais que l'arabe. C'est ça qu'il a dit, Daniel, alors. Donc, les Français nous regardaient de haut. Bien, pour les Français, bien sûr, on était des ignorants, on était des dominés, on était les Marocains, les Juifs marocains. Est-ce qu'ils traitaient seulement les Juifs marocains comme ça ou tout le monde, tous ceux qui n'étaient pas français?
Je pose la question parce que je me demande si c'était les certains dans Fran- l'auditoire sont intéressés à ça aussi. C'était les Français. C'était les Français de France. C'était... Mhm. Et puis nous étions les Marocains. D'ailleurs, je me rappelle, une fois, je suis allée au Guélise, là où habitaient les Français de France. Et puis, il y avait cette Française qui a dit, « Moi, je vais aller chercher mon petit Marocain pour l'emmener, pour me porter les choses du marché. » Ah, c'est drôle. Ah, c'était pas drôle à ce moment-là, vraiment. Parce que les Arabes, ça les faisait chier. C'est normal, parce qu'ils Bien- se sentent dominés bien sûr, par quelqu'un parce que qui bien- les traite exactement. comme, Ils sont chez comme eux. citoyens de deuxième Ils classe. sont chez eux, absolument. mais moi, je ne peux pas dire de mal de relations arabo-juives. On avait d'excellents amis arabes, marocains, d'excellents, vraiment. Ils venaient, et je vous raconte une petite anecdote. On avait El Qaïda Hardan qui était un grand ami à mon mari, je te dirai après, entre parenthèses. Et puis, il est allé avec mon mari au café, j'étais avec eux. Et mon mari avait une limonade devant lui et le Qaïda Hardan, il a demandé un whisky. Et il est allé chez le Qaïda Hardan, il lui dit, alors les Juifs avaient le droit de boire de l'alcool, mais pas les Arabes. Alors il dit, et il a parlé au Qaïd, il lui a dit, garde la boisson sous la table. À mon mari, il lui a rien dit. C'est le Qaïd Hardan qui avait l'air d'être marocain. Et ça, c'était marrant. Ça, c'était vraiment marrant. Et alors, ils se sont regardés, puis ils ont rigolé. Et c'est resté une anecdote entre nous. El Qaïd Hardan était un grand ami de la famille. Il venait tout le temps chez nous avec sa femme et j'ai de très bons souvenirs de là-bas. Alors, quelles sont d'après toi les relations entre les Juifs et les musulmans au Maroc? Je dirais des bonnes relations. Il y avait des musulmans qui étaient au Mella. Et en face de ma maison, là où j'habitais au Mella, il y avait un marchand de charbon. Il était musulman. Mhm. Et il était accepté, il faisait partie de la communauté. C'était pas Mohamed Moul Fakhr. Alors, c'était quelqu'un auquel on pouvait faire confiance. C'était un ami. C'était un Marocain pur sang. J'ai de très bons souvenirs de ce moment-là. Et je me rappelle, ça c'est une petite anecdote qui va vous faire rire, c'est le monsieur qui, comment on dit, celui qui ramasse les ordures, les boueurs. Il avait une charrette qu'il traînait. C'est lui qui traînait la charrette. Il n'avait pas d'âne. Il traînait la charrette. Et puis, il est venu à côté de ma maison où j'habitais et il a dit à ma mère, je veux me marier avec Zora. Il voulait se marier avec moi. Et lui, ma mère lui dit, Hidoro. Alors, qu'est-ce que c'est que alors, m'a dit, ah oui, il a dormi عليها نجوج معها. Alors, il dit, ok, d'accord, Zora, reste là. Et puis, il s'est mis à se tourner autour de moi. Il dit, bon, moi, j'ai fait le tour de Zora, maintenant, est-ce que je peux l'épouser? Et ça, c'est des petites anecdotes marrantes qui se passaient. Je vais retourner en arrière un petit peu. Oui. Je sais que tu étais un petit peu trop jeune pour te rappeler la guerre, mais est-ce que tu te rappelles, est-ce qu'il y avait des changements après, peut-être dans les années 50, les années 60? Absolument, absolument. Je me rappelle avant la guerre, il n'y avait pas de thé, il n'y avait pas de café, il n'y avait pas de sucre, il y a toutes les denrées. Et puis la farine était rationnée. Et puis après la guerre, c'est devenu beaucoup plus... Mon père était un commerçant et on voyait les premières bananes, en conserve. Ah oui, en boîte. Non, pas en boîte. En conserve.
séchés. Mon père les avait amenés de Kharij, du dehors. Maintenant, pour en revenir à ça rapidement, est-ce que tu te rappelles comment c'était lorsque les Américains sont venus au Maroc? Oui, les Américains, ils avaient une base américaine, c'était loin. Et puis les Juifs se sont mis à travailler avec eux. D'ailleurs, il y a eu pas mal de filles juives qui se sont mariées avec des Américains, dont une cousine de moi. Pinto. Vous avez Pinto. Et puis vraiment, les gens ont commencé à ouvrir les yeux après la venue des Américains. Et voilà. Oui, est-ce qu'il y avait des autres changements entre les relations juifs, marocains, américains, juifs? Est-ce qu'il y avait des changements de ça? Je ne sais pas parce que j'étais encore très jeune, mais les Américains étaient bien vus parce qu'ils apportaient l'opulence au Maroc. Ils apportaient des choses qu'on n'avait pas. Beaucoup de Juifs sont allés travailler là-bas, dont Raphaël, l'oncle, ton père. Et puis, une cousine à moi s'est mariée avec un Américain. On les regardait de travers parce que ce n'étaient pas des Juifs. Mais ils venaient. Et j'étais à la chorale et on avait chanté à la base américaine. Et ils ont amené donc beaucoup de denrées, beaucoup de choses. Oui, américaines. Oui, je me rappelle lorsque j'étais enfant, j'ai vu beaucoup de pièces, des pièces d'argent américaines. Et j'ai aussi vu des fourchettes, des couteaux, des choses comme ça que je me rappelle, c'est ça, des produits américains. Oui, les produits américains. Qu'est-ce qu'ils ont fait au Maroc? Qu'est-ce qu'ils ont fait au Maroc à part ramener de l'argent et des choses? Est-ce que tu te rappelles de ça? Les gens se sont émancipés. Ils ont vu l'Eldorado. Donc voir les Américains. Ils ont vu les belles choses. Les gens du Mela commençaient à sortir. Est-ce qu'avant ça, les gens du Mela restaient au Mela? Ah oui, les gens du Mela restaient au Mela. Donc, lorsque tu as grandi et que tu étais enfant, ceux qui habitaient au Mela sortaient rarement. Oui. On allait au marché qui était en dehors du Mela. Mais on allait à Médina. On allait à la Médina aussi, on faisait le commerce. Ma mère allait acheter les tissus, les veilles de fête, les veilles de Pessah et tout ça. Elle allait acheter les tissus en Médina. Oh, ça, c'était les jours de grandes fêtes. On allait en Médina et puis, en général, ils nous respectaient. On emmenait notre argent, donc on allait acheter des choses. Il y avait des gens qui se faisaient tabasser par les Marocains, mais… Ce qui veut dire… Est-ce que les gens avaient peur de sortir du Mela? Est-ce qu'ils sortaient en groupe? On sortait du Mela. Non, on ne sortait pas en groupe. On avait le marché qui était en dehors du Mela. Il y avait un marché, il y avait que des Juifs là-dedans. Et puis après, les Marocains se sont mis à vendre. En général, les viandes, tout ce qui est cachère était vendu par les Juifs. Puis il y avait au marché, il n'y avait que des Juifs. Et puis après, les Arabes ont commencé les Marocains ont commencé à vendre, à faire du commerce au marché. Mais donc, comme tu as dit, comme enfant, tu ne sortais pas souvent du Mela? Comme enfant, non, on avait peur de sortir du Mela. Oui, on se faisait lancer des pierres. On se faisait lancer des pierres, mais on faisait attention. Et bien sûr, vous faisiez attention. Il fallait avec un adulte. Il fallait avec des adultes. Et alors, comment est-ce que ça a commencé à changer? Tu as dit, les Américains sont venus, il y avait des Français. Après les Français. Qu'est-ce qui a changé? Je ne me rappelle pas exactement, mais il y a eu une espèce d'émancipation qui s'est faite progressivement. Et puis, je pense que, est-ce que je peux parler de ça, quand les sionistes ont commencé à emmener les Juifs écoute, tu sais quoi, nos amis marocains, ils veulent savoir quelle est l'histoire des Juifs marocains. Alors, parle-leur de ça aussi. Parce que c'est ça. Parce que tu parles d'après 1948.
Oui. Après la création Bien de l'État absolument. d'Israël. Après la création de l'État d'Israël, il y a des Juifs qui ont commencé à partir en Israël. Parce que même lorsque j'étais jeune, moi, je me rappelle, il y avait énormément de Juifs au Maroc. Et puis, chaque année, il y en avait moins et moins et moins. Oui. Et personne ne voulait en parler ouvertement. Ça m'a pris des années pour me rendre compte. Il y en a beaucoup qui ont quitté. Maintenant, je le sais parce que nous aussi, nous avons quitté. Alors, la question, où est-ce que les Juifs sont allés? Et donc, l'État a été créé en 1948. Le Maroc a eu l'indépendance de la France en 1955 ou 56, je pense. Il y a Moulay Hassan Khamis qui est redevenu le roi. Et où sont allés les Juifs? Tu as dit Moulay Hassan. Non, j'ai dit Mohamed Khamis. Mohamed Hassan, j'ai dit le roi. Il a été exilé par les Français. Et ça, c'était catastrophique. Oui. Mais je ne me rappelle pas très bien de cette histoire-là, mais je sais que les Juifs ont commencé, après la création de l'État d'Israël, les Juifs ont commencé à quitter. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de communautés en Israël qui sont pleines de Juifs marocains. Oui. Énormément. Et ça a été les pionniers. Oui. Ça a été des pionniers. Donc, il y avait alors l'exode des Juifs. Oui. Et c'est comme ça que le Maroc a perdu beaucoup de Juifs. C'est ça. Absolument. Voilà, avec la création de l'État d'Israël, les Juifs n'avaient plus d'espérer retourner. Est-ce que tu te rappelles, je sais que tu étais jeune, est-ce qu'il y avait une différence du sentiment avant la création de l'État et après la création de l'État? Du sentiment de quoi? Du sentiment de l'attitude des Marocains, d'appartenir au Maroc, je ne sais pas. D'avoir peur d'être là-bas, de vouloir rester, de vouloir quitter. Parce qu'en fin de compte, je me rappelle que papa et toi, vous étiez parmi les derniers à quitter. Oui. Parce que tout le monde a quitté en 1960, 61, 62. Beaucoup ont quitté en 67, 68. Et nous, on a quitté en 73. Oui, 73. Donc, plusieurs années après. Oui, on est venu au Canada. Pourquoi tellement de temps? Je ne sais pas, mais on travaillait. Ton père il travaillait avec le gouverneur, avec le haut dignitaire marocain et tout ça. Je ne peux pas parler de ça. Non, bien sûr, tu sais, c'est ça, je comprends. Parce que je pense que nos amis ici, je suis sûr qu'ils vont me poser des questions bientôt, parce que nous, on est en train de parler comme ça des souvenirs qui remontent de très longtemps. Mais je pense qu'il veut savoir comment était la vie au Maroc pour nous autres. Je sais que même Daniel, qui est né au Canada, tu vois, lui aussi, ça l'a toujours intéressé. Lui, il est allé au Maroc, il a voyagé, il a vu et tout ça. Alors, comment était la vie? C'est ça qu'ils veulent savoir, je pense. Est-ce que la vie était très différente? Par des différences entre le Maroc et le Canada, lorsque tu es venu, à part le froid et à part le manger. Ok, alors ne parle pas de ce que tu veux parler. Non, on était heureux au Maroc, on était contents, il n'y a rien à dire du Maroc, c'est un pays merveilleux qui nous a accueillis, qui nous a vraiment ouvert les bras. D'ailleurs, on habitait au Mella, et au Mella, il y avait des portes qui étaient fermées. Je me rappelle Bab el-Qaïd Drish. Probablement vous connaissez ça, le Qaïd Drish. La nuit, on fermait comme comment dire, comme un truc d'oiseau, comme une cage d'oiseau. On nous enfermait et on était protégés. Il n'y a rien à dire. Et les Marocains, personne ne pouvait nous faire de mal. Et l'émancipation est venue petit à petit. On a commencé à faire. D'ailleurs, il y avait des Marocains qui faisaient le commerce au Mella. Les marchands d'œufs, c'était des Marocains, des Arabes marocains. Et les marchands, je vous ai dit, le marchand de charbon qui était en face de chez moi, il faisait, en général, les commerçants qui étaient au Mella, c'était des Juifs. Mais il y avait beaucoup de Marocains aussi parmi eux. On avait une bonne relationship. Une bonne relation, une bonne entente, oui. Une très bonne entente. Peut-être parle de
comment était ton temps comme enseignante au Maroc? Tu étais institutrice au Maroc? Comment est-ce que Oui. c'était? Ben, il y avait des Juifs du Maroc qui venaient au début quand j'ai commencé à enseigner. Et puis après, les Marocains ont commencé à venir dans on était les écoles de l'Alliance israélite universelle. Et puis après, les écoles de l'Alliance faisaient un excellent travail. Et puis après, les Marocains ont commencé à fréquenter les écoles de l'Alliance. Et je suppose aussi qu'il y a le fait que les Marocains ont commencé à quitter le Maroc et la normale. Est-ce que tu avais beaucoup d'étudiants en classe lorsque tu enseignais? Il y avait 52 mioches dans une petite classe. Je me rappelle, j'écrivais 52 en haut, présents, et ils étaient presque tout le temps présents. Je dis 52, c'est intéressant parce que moi, lorsque j'étais à l'école, je me rappelle 45 plus ou moins tout le temps. 40 à 45, c'était la moyenne. Normal. Eh bien, moi, je me rappelle quand j'étais élève, j'écrivais 52 au coin du tableau. C'était bandé. Puis après, les Marocains ont commencé à venir parce que les Juifs partaient. Et c'était leur pays. Et voilà. Et puis, mon mari, lui, il était, d'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai connu, il était à l'école agricole qui faisait face à l'école des filles. Alors, donc, lorsque toi, tu as commencé à enseigner au Canada, et il y avait combien? 35 élèves? 30, 35? Plutôt que 52, donc beaucoup moins. Dieu. La moitié probablement. Ah, je serais curieux de savoir, je sais que nos amis marocains sont en train d'avoir peut-être des questions à nous poser, mais moi j'ai des questions à vous poser. Je suis curieux de savoir combien d'étudiants est-ce qu'il y a dans une classe en général? Est-ce que quelqu'un pourrait répondre à cette question-là? Si vous avez une classe moyenne, quand je dis moyenne, enfin une classe de taille moyenne, combien d'étudiants est-ce qu'il y aurait maintenant au Maroc? Je suis curieux. Quelqu'un? Mehdi, peut-être tu connais. Entre 30 et 40. Et ça, c'est l'école les plus grands ou les plus petits? L'école primaire? Les écoles publiques, si on parle de public, selon les villes, mais en général, il y a entre 30 et 40. Ah bon, d'accord. C'est pas mauvais. C'est certainement une amélioration parce que Ouais, moi, je me rappelle, c'était 40 et plus chaque fois. Ah, merci beaucoup. Merci de beaucoup. mon temps, c'était 52. Mais j'ai d'excellents souvenirs de la vie au Mella, au Maroc, avec des relations avec les Marocains, les Arabes marocains, vraiment. J'ai pas de choses négatives à dire, pas du tout. Et j'avais des amis. Est-ce que, au point de vue maintenant de ce que tu enseignais aux étudiants, quel genre de différence du curriculum est-ce qu'il y avait entre ce que tu enseignais ici au Canada et ce qu'il y avait au Maroc? Je n'ai pas enseigné les niveaux les basiques. Les jeunes? Les premiers. Oui. Ils sont tous jeunes. Mais tous jeunes, mais certains plus jeunes que d'autres. Oui. Non. Il y avait beaucoup d'étudiants. Imagine 52, imagine 50, imagine mais 48. Qu'est-ce que tu as enseigné au Maroc que tu n'as pas enseigné au Canada ou vice-versa? Qu'est-ce que tu n'as pas enseigné ici que tu as enseigné au Maroc? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique que tu as enseigné? Ben, je pense que ça va avec le progrès de l'enseignement. Ça va avec le progrès de l'enseignement. On a commencé le A, B, C, la lettre, alphabet, avec les premiers. Et puis. Et lorsque tu as commencé à enseigner, est-ce que toi, tu enseignais l'arabe aux étudiants?
Parce que je sais que Oui, tu as enseigné l'arabe. j'ai enseigné l'arabe dans les petites classes. Vous ne connaissez pas ma mère, mais elle a une maîtrise en éducation et tais-toi. elle parle plusieurs langues, y compris l'arabe et y compris l'arabe classique. Je sais qu'elle a enseigné l'arabe classique. Alors, Je vais me cacher sous la table. Tu ne vas pas te cacher sous la table. Tu vas dire bonjour et leur parler parce que ça les intéresse. Alors, Oui. est-ce que toi, tu as enseigné l'arabe aux étudiants? Au primaire. Les tout jeunes? Oui, oui, aux tout jeunes, oui. Oui. Je n'avais pas assez de bagages pour enseigner aux plus vieux, mais j'ai enseigné dans les classes primaires. Donc, tu as enseigné l'arabe comme langue vivante, l'orthographe, la grammaire? Absolument. La grammaire, non, j'ai enseigné la lecture et les dictées. Donc, si tu enseignes la lecture et les dictées et l'écriture, donc il y a quand même la grammaire, le langage, le vocabulaire. Bien sûr, mais tu ne discutes pas, tu ne dis pas c'est comme en français, tout ça, mais lire et écrire, comme en hébreu. Excellent. Et est-ce que tu as enseigné aussi le français? Bien sûr. Et quelles autres langues est-ce que tu as enseigné? Parce que à Tétouan, il y avait l'espagnol, mais ce n'était pas toi qui enseignais l'espagnol, c'était des spécialistes. Je n'avais pas assez de bagages pour enseigner, mais après, j'ai étudié. Et est-ce qu'il y avait beaucoup d'emphase sur les mathématiques? Non, c'était un sujet normal, un sujet parmi les autres sujets. C'était pas en... Je vais rigoler parce que lorsque j'ai appris les mathématiques au Maroc, j'ai appris mes tables de multiplication, j'ai appris la division, j'ai appris tout ça et on nous obligeait à l'apprendre comme il fallait. Et alors, lorsque je suis venu au Canada, j'ai trouvé que c'était super facile et très simple parce que la qualité d'éducation que j'avais reçue au Maroc était tellement élevée. Alors, ça, c'était quelque chose dont je me rappelle. Très exigeant. Alors, je me rappelle une expression que on nous menaçait de nous donner le falaka si on ne travaillait pas comme il fallait. Alors, c'est quelque chose dont je me rappelle toujours parce que personne ne voulait avoir ça. C'était très douloureux. C'est pas qu'on nous punissait nécessairement, mais au point de vue éducation, c'est quelque chose de très différent au Canada. Parce qu'ici, au Canada, on ne touche pas les étudiants. Au Canada, on s'amuse au Canada, on n'étudie pas. On n'enseigne pas aussi. Non, on enseigne, mais on... c'est un peu différent. C'est différent. Je m'excuse, hein, j'insulte pas l'enseigne. J'adore le Canada, je l'aime, j'ai enseigné au Canada aussi, mais c'est complètement différent. C'est deux mondes. Madame Aptan, merci infiniment d'avoir partagé quelques vignettes de votre vie, de votre enfance. Et maintenant, on voudrait vous poser quelques questions, peut-être. Ça m'a rajeuni. Nos amis, j'en suis sûr, ont beaucoup de questions. Je comprends que votre temps est si précieux. Donc, avec plaisir, avec grand plaisir. Donc, mes amis, pour faire fonctionner ça, si vous avez une question, vous pouvez lever votre main. Donc, il y a un bouton pour lever votre main. Donc, on va poser quelques questions, si vous avez, ou vous pouvez les taper ici dans le chat. Et une première question qui viendrait de moi, et Patrick, c'est peut-être une question pour vous aussi, parce qu'on parle de l'Holocauste et le thème de notre séminaire était l'éducation de l'Holocauste en Maroc. En question, donc, la période de la guerre, les événements en Europe, donc, parce que quand on parle à propos de l'Holocauste, on surtout on considère l'Holocauste européen, donc la Pologne. Et si vous vous rappelez, s'il y avait la connaissance des événements chez vous quand vous étiez petit, peut-être votre grand-père, peut-être votre mari, est-ce qu'il y avait les sentiments que quelque chose de grave se passe en Europe, quelque chose de grave se passait en Pologne avec les Juifs, et comment
comment vous vous êtes senti pendant la guerre? Donc, s'il y avait une idée. Je ne me rappelle pas, j'ai lu pas mal au sujet de l'Holocauste, mais et ça me faisait pleurer quand j'étais petite et que je lisais l'histoire d'Anne Frank et tout ça. Mais on était au Mela et le roi nous protégeait. Et vaguement, je ne sais même pas si c'était vrai, que les Allemands avaient demandé, ils étaient rentrés au Maroc et ils voulaient toucher aux Juifs. Et le roi Moulay Hamada, il a dit, vous ne touchez pas aux Juifs du Maroc. Ils sont mes protégés. Et je pense qu'ils avaient, vous savez, c'est des souvenirs très, 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 très profonds. Et ils sont mes protégés et vous ne les touchez pas. Et on était, je vous ai dit, on était au Mela. La plupart des Juifs étaient au Mela. On nous enfermait comme des poulets. Alors, moi, je n'ai pas grandi au Mela. J'ai grandi dans la population générale au nord du Maroc. Et je suis né en 1960, donc après l'Holocauste. Mais j'ai plusieurs souvenirs. Comme a dit ma mère, les relations avec les musulmans étaient en général assez bonnes. Elles n'étaient pas parfaites. On faisait toujours attention. On nous lançait des pierres. On nous lançait des pierres. Il y avait toujours quelqu'un qui voulait nous attaquer. Mais en général, ce n'était pas méchant. C'était des actes, je vais dire, isolés. Il fallait faire attention. On avait toujours un petit peu peur et on faisait attention. Mais en général, les relations n'étaient pas mauvaises. Et nos voisins, je me rappelle pendant les fêtes juives, c'était nos voisins musulmans qui nous amenaient des choses et qui vraiment, on était des voisins, on jouait avec eux dans la rue. Et je me rappelle en 1967, après la guerre des 6 jours, il y avait eu des agitateurs, je pense qu'il y en avait d'Algérie et d'ailleurs, qui étaient venus en train de dire beaucoup de méchanceté. Et il y avait des Arabes marocains qui malheureusement ont écouté un petit peu ça. Et vraiment quelque chose qui m'a marqué à moi. Et je sais que tous les Juifs à qui j'ai parlé depuis des années, ça les a marqués aussi. En 1967, le roi Hassan el-Thani et le roi Hassan II, il avait envoyé des soldats dans la rue. Et je me rappelle de ça. Il y avait des soldats à tous les coins de rue et ils avaient l'ordre de tirer sur n'importe quelle émeute. Il leur avait donné l'ordre de protéger les Juifs parce qu'il faisait comme son père. Parce que ce que ma mère a dit, j'ai remarqué la même chose aussi. J'ai grandi et l'Holocauste, j'ai appris ça beaucoup plus tard dans la vie parce qu'on n'en parlait pas. Ce n'est pas quelque chose dont on parlait au Maroc. On savait qu'il y avait des problèmes, mais on ne savait pas ce que c'était exactement. Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas des nouvelles comme aujourd'hui où on prend le téléphone et tout est là-bas. Et je me rappelle que les gens, comme ma mère l'a dit, ils se sentaient protégés parce que Mohamed el-Khamis, il avait dit exactement ça. Les Juifs marocains sont des Marocains d'abord et il avait refusé de les donner comme les Français de Pétain, de la République de Vichy. Ils avaient exigé, il avait refusé de faire ça et à plusieurs reprises, il avait été menacé par les Français et en fin de compte, il avait été envoyé en exil justement avec ceci. Alors, les Juifs marocains ont toujours eu beaucoup d'amour et de loyauté envers le Maroc et envers les rois du Maroc. Parce que c'est pas que la vie était facile, elle n'était pas facile. Comme je l'ai dit, il y avait des problèmes, mais en général, c'était une communauté qui était florissante, il y avait beaucoup de monde, il y avait, dépendamment à qui on parle, entre 350 000 et 450 000 Juifs marocains. C'était une des communautés les plus grandes ou la plus grande de n'importe quel pays arabe et c'était une belle communauté avec beaucoup de belles choses. Alors moi, je me rappelle, j'ai appris au sujet de l'Holocauste beaucoup plus tard dans la vie. Vraiment, lorsque je suis venu au Canada, j'ai commencé à apprendre ça.
parce que sinon, on ne savait pas ce que c'était. Ça a pris du temps. Et puis, on faisait attention, mais pour nous, les musulmans n'ont jamais été l'ennemi. C'était des gens qui habitaient Bien avec sûr, nous dans le il pays. y avait des accros, il y avait Il y a des... toujours, dans n'importe quel oui, pays, il y a toujours. absolument. Ça arrive n'importe où. Ça va? Mon Mal au genou. genou pour toi. Non, comme je dis, oui, nous sommes vieux, on a mal partout. La vieillesse, la jeunesse. Et il pleuvait aujourd'hui, alors on sent l'arthrite, on le sent. Mais non, comme j'ai dit, les musulmans n'ont jamais été nos ennemis. Et je ne parle pas d'individuels ici et là qui font ceci ou cela, mais en général. Et je sais que c'est quelque chose, j'ai parlé à beaucoup de monde qui viennent d'autres pays arabes et leurs expériences sont différentes des nôtres. Absolument. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, les Juifs marocains continuent à retourner au Maroc. Nous, on était au Maroc. Leur meilleure visite, c'est d'aller au Maroc. Absolument, absolument. Visiter. Et même avant les accords diplomatiques entre Israël et le Maroc, je sais que j'ai énormément d'oncles, de cousins et d'amis qui ont voyagé au Maroc avec des passeports israéliens pour aller à une hiloula ou pour aller visiter un petit peu là où on est né, là où on a grandi et tout ça. Oui. Et d'ailleurs, j'étais à une soirée il y a quelques mois où il y avait l'ambassadeur du Maroc au Canada. Il est venu, il faisait justement une fête pour fêter 1 an des accords d'Abraham. Et il a dit, vous tous, beaucoup d'entre vous ont des origines marocaines, retournez chez vous, là où vos grands-parents sont nés, où vos parents sont nés, amenez beaucoup d'argent et dépensez-le. Alors, c'était assez drôle. Et puis quelle fête nous avons à la synagogue? Ils font toujours. Shavuot, il y a la grande fête là-bas qu'on fait. Et puis, ils font des hiloulas, ils ont tout. Mais tu sais quoi? Nous avons toujours des attaches. Une soirée où les Marocains sont vraiment à l'exergue. Nous avons toujours des attaches parce qu'on Oui. on est Marocain, on sait qui on est. Même mon fils qui est né au Canada, il connaît ses origines et il connaît son héritage. Et il y a 4 ans, comme il a dit, je vais le laisser parler lui-même de son expérience. Il est allé, je pense, à 2 reprises voyager au Maroc avec des amis et voir un petit peu le pays. Et veux-tu parler, Daniel, de ce que tu as vu toi? C'est ton tour de parler. Je crois le jour marquant pour moi, c'était quand je suis allé voir la maison où mon grand-père est né. C'était au Mela et on est allé en famille. C'était en 2001, la première fois. Et toutes les petits ruelles au Maroc, ça se ressemble. Et je suis allé à la synagogue, comment ça s'appelle la synagogue au Mela? Zlat Zalma. La Zama. Et je trouvais quelqu'un qui travaillait là-bas et je leur avais posé des questions où se trouve la vieille maison Abtan au Mela et tout ça. Ils m'ont amené à la maison. J'avais vu la petite maison où mon grand-père est né. Et c'était même pas une maison, c'était dans une chambre. Tu te rappelles où papy est né? Oui. Donc, c'était la petite chambre. Une chambre petite comme maison, une pauvre maison. Puis les gens étaient très pauvres et toute une famille habitait une ou 2 chambres. Dans une maison, il y avait peut-être 4 ou 5 familles. Et pour moi, c'est très marquant parce que là, au Canada, on a une vie Incroyable. différente. C'est ça. Et tous les jours, je réfléchis. Je pense où mon père est né, où mes grands-parents sont nés, la vie qu'ils ont vécue. Oui. Déjà chez moi, c'était un grand luxe parce qu'il y avait une maison, il y avait le haut qui était pour une famille, le bas qui était pour une autre famille. On était déjà aisés, mon papa était commerçant. Vous étiez riches. Parce que la famille de mon père, ils n'étaient pas riches du tout, ils étaient pauvres. Alors, ils habitaient 2 chambres, plus une petite cuisine. Et la viande, seulement Shabbat, c'est tout. Ouais. Je me rappelle de tout ça. On mangeait de la viande Shabbat seulement et il y avait des petites gâteries pour Shabbat. Shabbat, c'est Nagl Sibt pour nos amis qui parlent arabe. Et je suis désolé si mon accent arabe est très mauvais, je ne le parle pas souvent malheureusement. Et c'est une vie très, très différente. Et je sais que Daniel, il avait beaucoup aimé ce qu'il avait vu. On les avait amenés, ils étaient jeunes. Il avait 10 ans à l'époque.
et il est retourné. Le hindi, il a adoré le hindi, les figues de Barbarie. Figues de Barbarie, oui. Et je vais me dater. Tout le monde les appelait le Kermos Nsara. Alors, j'espère que je le prononce assez bien. Si vous rigolez, vous moquez de moi, ce n'est pas grave, je suis désolé. Mais en tout cas, c'était quelque chose. Daniel, qu'est-ce que tu as trouvé lorsque tu as voyagé au Maroc comme jeune adulte? Tu sais, c'est très intéressant parce que quand j'étais au Maroc, toute la culture que j'ai vue au Maroc, les habitudes, les coutumes, c'était pareil chez mes grands-parents. Même la nourriture et tout ça. C'était pareil quand je suis allé au Maroc. Oui. Et je vous montrais à toi et papy, à le papa. méchoui et tout ça. Rien n'a changé. C'était comme la même à la maison. Ça a dû changer un petit peu, mais pas beaucoup. C'était vraiment beau. En Médina aussi, les gens gagnent leur vie comme ça en vendant El Kermouz Nsara, en vendant les et j'ai adoré. Je me rappelle, je suis allé à Jumalfa, à Marrakech, et je me suis tellement amusé à marchander avec tout le monde. Je donne un prix. C'est ça. Et je me rappelle, j'étais là avec un ami qui n'était pas habitué à marchander. Alors, il leur donnait un prix et à la fin, il payait le double. Et moi, je rentrais, il me donnait un prix, je payais la moitié. Et je dis, il faut savoir marchander. C'est comme un vrai Marocain. Quand tu n'es de parents marocains, il n'y a pas... Tu gardes un petit peu. Je ne sais pas combien de temps est-ce que vous avez, parce que nous, on est en train de nous rappeler des souvenirs et de rigoler. Mais si quelqu'un a des questions que vous aimeriez nous poser, ça nous fait plaisir. Alors, si quelqu'un a des questions, ou bien écrivez-les, ou bien Eugène, you're running the show, right? Oui. Donc, c'était ma prochaine question pour nos amis. Donc, s'il y a des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à les poser. Mehdi, je ne suis pas certain si oui. tu commencer. Si tu as des questions, sinon, peut-être quelqu'un d'autre. On n'a pas oublié le Beja Dielna. Tabarakallah alayk. Tabarakallah alayk. Allah ybarak fikoum. Allah ybarak. C'est un plaisir, un grand plaisir. Alors, merci. Eugène, tu as raison. J'ai une question. Tout d'abord, merci madame et merci à votre fils et à votre petit-fils. Je n'étais pas là pendant les premières minutes. Alors, donc, je sais que vous êtes survivante de l'Holocauste, si je ne me trompe pas. Je voulais juste savoir comment est-ce que vous vous êtes retrouvés dans un camp de concentration. Est-ce que vous étiez déporté depuis le Maroc ou est-ce que vous étiez en France ou Non, on n'a pas été dans les camps de concentration. Je vous ai dit, je m'excuse de vous interpeller, mais je vous avais dit que Mohamed, Allah yarhamou, Mohamed El-Khamis, il leur a dit, vous ne touchez pas aux Juifs du Maroc. Oui. Il nous avait protégés. Pour lui, Demi, c'est celui qui est chez vous, vous êtes responsable. Et puis Mohamed El-Khamis, il était vraiment... Ça, j'étais encore gosse, j'étais une petite fille de, je ne sais pas, 5-6 ans. Mais je vous assure, c'est un souvenir que je n'ai pas oublié. Donc, en fait, vous avez juste immigré depuis le Maroc vers le Canada, c'est ça? On est venu au Canada parce qu'il y avait le frère de mon mari qui était venu et il nous avait encouragés. Vous savez, à un moment donné, il y a eu un exode. Il y a eu un exode de Juifs vers d'autres pays. Vous savez? Oui. Si je comprends votre question, nous n'étions pas, enfin mes parents, parce que moi, je n'étais pas né pendant cette époque-là. Moi, je suis né en 1960, alors je suis un bébé pour parler comparé à cette époque-là. Mes parents sont nés au Maroc pendant la période de l'Holocauste, mais grâce à Dieu, ils n'étaient pas dans un camp de concentration, ils n'ont jamais été mis là-bas. Et puis, au milieu de la guerre, les Américains sont venus au Maroc et ils avaient une grande base pas loin de Marrakech, et Ben Guerir, c'est ça.
Et donc, Mohamed El-Khamis, comme l'a dit ma mère, il a protégé les Juifs. Il a dit les Juifs, c'est des Marocains. Alors, il n'y a pas eu ceci-là où les gens ont été mis dans des camps de concentration, pas au Maroc. Et nous, on est resté au Maroc très longtemps. On a quitté bien après. Il y a eu vraiment 2 vagues d'immigration. Il y a eu une 2 ou 3 ans après la création de l'État d'Israël, où il y a eu beaucoup de Juifs qui sont allés en Israël. Et l'autre grande vague, il y avait beaucoup de petites vagues, mais la deuxième grande vague, c'était lorsque nous, on a quitté en 1973, parce que je ne sais pas s'il y a parmi vous qui sont assez jeunes ou assez âgés pour se rappeler, il y avait eu 2 attentats contre Hassan el-Thani en 1970 et 71. Et le problème, c'est qu'on s'entendait relativement bien avec les musulmans marocains, mais si le roi tombait, on avait tous peur. Et je me rappelle, j'avais 10 ans, 11 ans, et tout le monde, y compris mes parents et tous les gens que je connaissais, lorsque j'entendais des gens parler, tout le monde avait peur. Et c'est pour ça qu'il y a une vague qui a vidé le Maroc de la moitié des Juifs qui restaient encore. Parce qu'ils avaient peur, si le roi tombait, personne ne savait ce qui allait arriver. Et c'est ce qui est arrivé. Alors, mes parents ont quitté en 73, et voilà, c'est comme ça qu'on est venu au Canada. D'accord. Donc, je réoriente ma question du coup. Oui, enfin, on sait que globalement, les relations étaient bonnes entre juifs et musulmans pendant des siècles au Maroc, etc. Mais il y a eu certainement des incidents, surtout la gauche au Maroc était pas mal panarabiste, pas mal influencée par les idées du nasserisme égyptien. Et puis, Mohamed V est mort aussi jeune. Hassan II a dû gouverner en étant très jeune. Le pays était instable. À l'époque, les monarchies n'étaient plus à la mode dans le monde arabe. Tout le monde voulait renverser le roi. Et les militaires qui voulaient renverser le roi étaient plus influencés par le panarabisme et donc étaient antisémites, certainement, carrément, parce qu'ils voulaient reproduire ce qui s'était passé en Égypte et on sait ce qui s'est passé pour les Juifs. L'histoire. Oui. Donc, est-ce qu'il y a eu des incidents? Est-ce que vous vous rappelez d'incidents qui se sont produits dans la vie de tous les jours pendant si vous avez 2 ou 3 exemples, je ne sais pas. Vaguement, je me rappelle. Moi, je m'en rappelle, bien sûr. Il y avait toujours des choses. Il y avait toujours des choses. Il y avait, quand pendant le Srirat, l'attentat de Srirat, on avait eu peur parce qu'ils avaient attenté à la vie de Hassan Thani. Mais il parle de la vie de tous les jours. La vie de tous les jours, on faisait attention. Je sais pas, dans la rue, est-ce que vous vous rappelez de quelqu'un qui vous a dit quelque chose, qui avait fait quelque chose? On avait jeté des pierres à mon fils, on l'avait bombardé. Il y avait toujours des jeunes idiots. Il y avait toujours de jeunes idiots qui voulaient dire des bêtises. Ou bien ils vous traitent des lihoudis, ceci ou cela, ou quelque chose. Une fois par semaine, il y avait toujours une bagarre où il fallait se donner des coups de poing à quelqu'un. Et je me rappelle, jeune, on faisait attention à sortir parce que c'est malheureux. Il y avait des époques où on sortait dans la rue sans peur et sans problème et des périodes, surtout vers la fin, où c'était plus difficile. Donc, à ce point de vue, oui, il y a toujours été un problème. Je sais que mes parents parlaient de leur jeunesse, il y a toujours eu des choses. Ma mère et mon père, ils ont grandi dans le Mela et ils ne sortaient pas souvent du Mela, donc ils étaient dans leur environnement. Oui. Moi, je n'ai pas grandi au Mela, j'ai grandi dehors, mais il fallait faire attention. Oui, il y avait toujours un petit peu de peur et on faisait toujours attention à ce point de vue-là. Et c'était quelque chose, c'était normal. Et ce qu'il dit est vrai. Et pourtant, on avait des amis musulmans. Oui. Marocains. Oui, c'est ça. Et on s'entendait très bien avec eux. C'est ça, parce que bien qu'il y avait des problèmes, ce n'était pas des problèmes avec tout le monde. Yeah. Et la plupart étaient gentils ou au pire neutres, ce qui est quand même très bon. Alors, comme je l'ai dit plus tôt, je ne sais pas si vous l'avez entendu,
j'ai grandi en pensant que les musulmans ne sont pas nos ennemis. C'est jamais quelque chose qui était normal pour les Marocains. Ce que j'ai remarqué, c'est que ces problèmes-là, ce n'étaient pas des problèmes, vous l'avez dit, le panarabisme, il y avait le nasserisme et tout ça, avec l'antisémitisme, mais ce n'est pas quelque chose qui fait partie de notre vie, et ce n'est pas quelque chose qui fait partie du Maroc que moi j'ai connu. Je ne dis pas que ce n'est pas comme ça maintenant. Ça fait 50 ans que je ne suis pas au Maroc. Je suis allé visiter il y a 20 ans, c'est tout. Mais ce que j'ai vu, nous sommes marocains. Les musulmans marocains sont marocains, les juifs marocains sont marocains. On se considère marocains. Absolument. C'est ça. Absolument. Alors, je ne sais pas si je réponds à votre question. Vous voulez peut-être demander à mon fils, parce qu'il était là-bas il y a 4 ans, comme jeune homme, il a voyagé et moi, lorsque je rencontre des Marocains, je rencontre ici et là, je sais qu'ils sont musulmans, ils savent que je suis juif, on se parle quand même. Alors peut-être que lui, il veut dire quelle était son expérience lorsqu'il voyageait au Maroc. En fin de compte, mon voyage était très agréable. Il y avait seulement une fois où je me suis senti un petit peu en garde. Il y avait un marchand, j'étais à Fès, c'était en Médina, et il y avait un commerçant, il m'a dit, est-ce que tu es juif? Et j'ai dit oui, et il a dit, les juifs sont sales, et comme ça, j'ai quitté le magasin, mais c'était la seule fois, mais à part ça, tout le monde savait que j'étais juif. Et ce n'était pas un secret. J'étais là pour visiter le pays de mes parents, pour voyager, mais c'était la seule fois où j'étais... Non, on n'a pas senti l'antisémitisme dans mais je pense que c'était un commentaire d'un jeune, c'est tout, comme ça. Quelque chose comme ça, ils entendent sur... Mais à part ça, c'était pas... Pour moi, c'était le seul commentaire. Mais quand même, c'est... Je retournerai volontiers visiter le Beja Dielna. Absolument. Volontiers. Absolument. Nous étions là-bas il y a quelques années. On a essayé de retourner au Maroc juste avant la pandémie, et malheureusement, la pandémie a arrêté ça. Alors, les 2 dernières années, personne n'a voyagé nulle part. Mais je me rappelle, lorsqu'on a voyagé là-bas en 2001, vraiment, on a rencontré énormément de monde. Et comme je le dis, les gens, vous savez, la manière dont on parle, la manière dont on est, tout le monde savait qu'on était juif. Il n'y avait aucun problème. Et je ne veux pas dire que tous étaient chaleureux, mais en général, il n'y avait aucun problème. Et c'est comme je me rappelle comme enfant, on faisait attention. Mais en général, comme j'ai dit, on est tous marocains. On a grandi ensemble. Je suis allé à l'école avec des musulmans. Ils étaient dans nos classes. En fait, on était un peu jaloux d'eux parce que lorsque nous, on apprenait l'hébreu, eux, ils avaient une récréation supplémentaire, ce qui n'était pas juste, mais c'était ça. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui. Je laisse la parole à d'autres participants s'ils veulent poser leur question. Merci beaucoup, Merdi. J'ai un sentiment que Raïm a une question, parce que j'avais remarqué que Raïm, est-ce que c'est vrai? Vous avez une question? Je retournerai volontiers visiter le Maroc. Merci. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Quelqu'un a une question? Vous êtes toujours les bienvenus chez vous. Bonsoir. Absolument, c'est mon premier chez moi. Absolument. Merci. Merci pour le partage. Je vous ai envoyé mon petit-fils. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Si vous voulez bien, j'aimerais bien que vous nous parlez de la décision de partir, les préparations et surtout le jour de départ. Ils étaient comment? Madame, je peux lui dire lorsque j'avais 12 ans, mais toi, tu étais adulte, comment est-ce que tu as décidé de partir et comment est-ce que tu te sentais lorsque tu as quitté le Maroc? Triste, très triste, parce que je quittais quelque chose que je connaissais et j'allais vers l'inconnu. Et l'inconnu fait toujours peur. Et j'ai été encouragée de partir. Enfin, pour nous, il y avait d'autres circonstances qui nous ont obligés à partir, et malheureusement.
il y avait un exode, il y avait tout le monde qui partait. Je pense qu'on a été influencé aussi. On avait peur. J'avais 10 ans lorsqu'il y a eu le premier attentat contre Hassan. Et les gens ont eu peur. Un an après, il y a eu un autre attentat contre Hassan. Les gens ont eu plus peur. Et je me rappelle, mes parents, ils parlaient, ils avaient peur. Et après le deuxième attentat, il était temps de partir, malheureusement. Quand je dis il était temps, ce n'est pas qu'il était temps, mais ils avaient peur. Ils ne voulaient pas qu'il y ait un troisième attentat parce que si le roi avait été déposé, alors personne n'avait confiance en ce qui allait arriver. Parce que, comme l'a dit mon ami il y a quelques minutes, avec le panarabisme et avec beaucoup de choses qui venaient en dehors du Maroc, ça comprenait beaucoup d'antisémitisme. Et si le roi était renversé, personne n'avait confiance que ceux qui allaient le remplacer auraient été aussi bien disposés vers les Juifs. Et c'est pour ça qu'il y avait un grand exode en 1973. C'est ça, les problèmes en Algérie. Ben, c'est ça qu'il a dit, le panarabisme, tout ça, tu vois. Il a raison, tu sais. Alors, je suis désolé. Rahim, vous avez dit, je suis désolé, mais c'est ça qui nous a influencés. Je me rappelle, j'avais 12 ans. Il nous a encouragé à quitter le Maroc. Encouragé, forcé, obligé, parce qu'on ne voulait pas, on était contents. Et oui, je vais vous dire quelque chose. J'ai grandi, enfin, mes parents nous donnaient tout ce qu'ils pouvaient nous donner, mais au début, ce n'était pas facile. Plus tard, mes parents, grâce à Dieu, ils étaient capables de nous donner plus au point de vue matériel. Lorsqu'on est venu au Canada, nous n'avions plus tout ça. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'était très difficile d'avoir une voiture au Maroc dans les années 60 et 70. Avoir une voiture, c'était quelqu'un qui avait de l'argent. Mes parents avaient 2 voitures. La Mercedes. Une Mercedes, c'est ça, et une autre voiture. Donc, c'était quelque chose. Et on est venu au Canada où j'ai dû apprendre à faire mon lit et à acheter des choses moi-même. Alors, c'est peut-être quelque chose qui vous rigolez, mais lorsqu'on n'a jamais fait ça de la vie et qu'on vient dans un nouveau pays, c'est quelque chose. Mais je me rappelle être un peu triste de quitter parce que le Maroc, c'était mon pays. C'est toujours mon pays. Et je suis en dehors du Maroc, mais je suis marocain. Alors, je ne sais pas si je réponds à votre question. Nous étions tristes et je sais que le Maroc va être dans la Coupe du Monde. Et ceux d'entre vous qui suivent le soccer, le Maroc va jouer contre le Canada. Ils vont gagner. Il va jouer contre le Canada dans leur groupe de Coupe du Monde. Et mes frères et moi, on était en train de rigoler parce qu'on ne sait pas qui est-ce qu'on veut qu'il gagne. Parce que est-ce qu'on veut que le Maroc gagne ou est-ce qu'on veut que le Canada gagne? Alors vous savez, c'est vraiment, ça a l'air bête, mais on est en train de parler de ça et de dire. Alors, on était triste. Ça fait partie de nous, mais le problème, c'est qu'au point de vue de notre sécurité, on avait peur. Et c'est pour ça que nous avons quitté en 73. J'espère que je réponds à votre question, parce que ce n'était pas facile. Et mes parents ont tout laissé derrière. Et je me rappelle que beaucoup d'autres Juifs ne voulaient pas dire qu'ils quittaient. On a tout laissé. On avait pris les vêtements sur notre dos. Ils avaient fait une demande de visa canadien à travers l'Espagne parce qu'on ne voulait pas dire qu'on allait quitter. Et lorsqu'on allait quitter, on avait fait semblant d'aller en vacances. Et avec ce qu'on portait dans nos valises, on est parti et voilà. C'est ça qui était arrivé. Et c'était il y a longtemps, presque 50 ans maintenant. Mais on est retourné visiter. On est retourné visiter, absolument, c'est ça. Et Daniel est retourné après, bien sûr. J'ai envoyé mon petit-fils visiter le Maroc. Absolument. Le merveilleux pays. Alors, j'espère avoir répondu à votre question. S'il y a d'autres questions pour ma mère? Je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous dire d'autre. J'ai la nostalgie du Maroc. Eh oui. Okay. Eugène, d'autres questions? Je vais donner une autre moment pour nos amis de faire des questions. C'est toujours pas facile de demander les questions dans cette façon virtuelle. Je pense que non. Je ne remarque pas. Je retournerai volontiers visiter avec plaisir et avoir
Vous savez, j'étais très triste quand je suis retournée visiter. Je suis allée à Al-Bahia. J'avais des amis là-bas, l'Arbi Sban. Et puis j'avais Ben Azzouz. Je n'ai plus de nouvelles de Ben Azzouz et je le regrette beaucoup. C'était comme un frère, pas un ami. Il était extraordinaire. Et l'Arbi Sban, ils ont travaillé tous les deux. Je ne sais pas, on est allé. On a demandé, ils n'ont même pas su qui c'était. Et j'étais vraiment triste quand je suis allée au Maroc et que je n'ai pas entendu parler d'eux. Ils étaient très, 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 très proches de nous, comme des frères. Je vais vous dire qu'il y a plusieurs voyages qui sont organisés chaque année pour que des Juifs d'origine marocaine qu'ils voyagent au Maroc pour voir le pays. Oui. Et il y a un qui vient juste de revenir il y a une semaine. Et j'aurais voulu y aller avec ma femme. Malheureusement, on n'a pas pu. Alors, ce sera bientôt, j'espère, pour revoir là où on est né et tout ça. Parce que c'est assez populaire ces jours-ci d'avoir des 40, 50 ou 70 gens qui voyagent pour aller voir des personnes qui vont voyager pour voir le Maroc. Et ils ont un tour organisé. Ils vont par car avec un guide. Et la rigolade, c'est que les vieux parlent arabe. Les jeunes ne parlent pas arabe parce qu'ils ne l'ont pas appris au Canada. Les jeunes n'apprennent pas l'arabe, ce qui est vraiment, c'est vraiment dommage. Mais ils vont voir un peu le beau pays que nous avons quitté. Inch'Allah. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être? OK. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Nous allons avoir une petite discussion après que vous allez nous dire au revoir. Donc, de nous, un très grand merci à vous d'avoir donné votre temps, votre énergie. Madame Aptan, merci beaucoup pour votre... Et merci beaucoup pour votre grand-fils, qui est un grand plaisir de faire connaissance. Il est mon meilleur collègue. Mon meilleur collègue, j'ose dire, un très bon ami. Oh, j'en suis fière. Il est oui. Un bon garçon. Il y a de quoi d'être fier. Donc, merci beaucoup. On va vous dire... bonne chance. Bonne chance dans notre vie, dans la vie. Et on espère qu'un jour, nos amis vont soit vont venir ici, ou soit nous allons visiter le Maroc. Inch'Allah, ma'as-salama. Inch'Allah, Inch'Allah. Lydie, est-ce que tu veux dire quelque chose comme au revoir, ou on peut... Bonne chance avec votre étude. Oui. Oui. Merci. Oui, allez-y, madame. J'aimerais bien voir votre le résumé de l'entrevue. Oui, je pense que c'est enregistré. Donc, Eugène et Mélissa, je pense qu'ils peuvent renvoyer l'enregistrement de cette rencontre virtuelle. Et si jamais vous êtes de passage au Maroc, n'hésitez pas à nous contacter. Donc nous, on s'appelle l'association Mimouna et on est en partenariat avec Friends of Simon Wiesenthal. Et d'ailleurs, on est en partenariat aussi avec la communauté juive marocaine de Toronto, Simon Xlassi. Oui, d'ailleurs, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, on célébrait les 60 ans des relations maroco-canadiennes diplomatiques. Absolument. Et il y avait une délégation de 100 juifs canadiens qui sont venus en visite au Maroc et qu'on a rencontrés. La majorité avait une connexion avec le Maroc de près ou de loin, et c'est toujours magnifique de rencontrer la diaspora. Donc, j'espère vous voir bientôt au Maroc. Si jamais vous venez, s'il vous plaît, contactez-nous. Vous pouvez récupérer nos contacts, mon contact de chez Eugène ou Mélissa, et ça nous fera énormément plaisir de vous rencontrer, de vous faire rencontrer les jeunes Marocains musulmans qui travaillent sur la préservation du patrimoine juif marocain et sa promotion auprès de la jeunesse,
qu'elles soient musulmanes ici au Maroc ou qu'elles soient juives dans la diaspora. Voilà. Merci beaucoup. Et justement, le voyage dont vous parlez, c'est celui-là où justement nous voulions y aller. Et comme vous avez dit, 104 qui sont allés, et j'ai beaucoup d'amis qui faisaient partie de ce voyage. Et ils l'ont adoré. Oui. Alors, Oui. merci beaucoup. J'apprécie ça. Je leur dirai que j'ai parlé à un des organisateurs. Le monde est petit, n'est-ce pas? Oui, 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 oui. Vous avez raison. Ils étaient tous des gens avec des connexions marocaines. Oui. Beaucoup d'entre eux, les vieux, nés au Maroc, et les plus jeunes, nés au Canada la plupart, ou quelques-uns en Israël. Avec l'espoir de retourner visiter le pays. Et il y avait même des Juifs d'origine ashkénaze qui se sont pas mal marocanisés aussi. Oh là, Marie a des Marocains, je le sais, j'en connais deux. Je rigole. Et il y a une blague, hein? Il y a des restaurants marocains, il n'y a pas de restaurant ashkénaze. C'est vrai. Les Ashkénazes ne savent pas cuisiner. Mais c'est un bon après-midi, vraiment. Merci beaucoup. Portez-vous bien.